Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Les hommes de Davos vous veulent du bien. Oui, ils vous veulent du bien, ou plus exactement, ils veulent votre bien. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais vous expliquer ma méthode. Je n'ai pas utilisé des documents de Twitter ou de Facebook. Je me suis servi d'abord du site officiel de Davos. On peut le consulter en libre accès. J'ai repris les notes que j'avais écrites sur la grande réinitialisation, The Great Reset de Klaus Schwab, et j'ai épluché évidemment les coupures de presse pour le Davos 2022, plus les articles que j'avais pu écrire. Voilà, cela explique pourquoi je vais être essentiellement sur YouTube et que je n'irai pas sur Rumble, parce qu'il me semble que je ne dis rien d'extraordinaire. Par contre, évidemment, j'ai une lecture très critique de ce mouvement et de ce réseau. Alors, quand on va sur Davos 2030, on a l'impression d'être sur une ONG. Ce sont des hommes qui vous veulent du bien, ils veulent du bien à la planète, ils veulent du bien au niveau de la santé, ils veulent faire en sorte que votre vie soit meilleure, que vous soyez heureux. Bon, ça c'est la vitrine, on va peut-être aller dans l'arrière-boutique et regarder ce qu'on y trouve. Eh bien, ce World Economic Forum est basé d'abord à Genève. Ils ont leur bureau tout proche de l'ONU, mais on le connaît mieux sous le nom de Davos parce qu'une fois par an, ils se réunissent dans cette station de ski de Suisse. Ce Davos a été créé par un professeur d'économie, vous le connaissez dorénavant, alors qu'il était resté relativement discret pendant 30 ou 40 ans, c'est Klaus Schwab. Alors c'est un homme très influent, puisque comme il est au cœur de ce Davos, on a souvent dit que c'était l'éminence grise, par exemple, du patronat allemand. Quand il a créé Davos, il a réuni autour de lui, alors un chiffre assez étonnant, 444 dirigeants d'entreprises européens pour les former à l'ultralibéralisme. Ah oui, c'était cela le projet, c'était de sortir en fin de compte, d'une vision de l'Europe des nations vers une Europe ultralibérale, c'était de les amener, les élites européennes, vers la mondialisation. On n'est pas étonné d'ailleurs de ce projet quand on sait que Klaus Schwab était un membre de la Bilderberg. Donc, l'objectif de ce groupe Davos, la mondialisation. D'ailleurs, ce sont eux qui vont influencer l'écriture du traité de Maastricht. Ce sont eux qui le voulaient, tout simplement, parce que Maastricht permettait de détruire en quelque sorte les structures étatiques et moins vous avez d'États, plus les multinationales sont comme dans leur petit jardin. Et c'est ça l'objectif, c'est de s'appuyer sur les multinationales pour construire le monde de demain. Alors on peut vraiment s'interroger si les chefs d'entreprise des multinationales veulent vraiment votre bien. Est-ce que ce sont des hommes qui veulent votre bien? On peut en effet véritablement poser la question. Car en effet, les gens qui composent ce World Forum Economic sont des CEO, c'est-à-dire des chefs d'entreprise de multinationales, de plus de 5 milliards. Ce sont vraiment des gens très importants, très influents. À cela viennent se greffer des hauts fonctionnaires ou des hommes politiques. Alors il va falloir distinguer parfois les forums qui invitent des gens, c'est-à-dire ce ne sont pas des membres de Davos, mais ce sont des invités qui vont discuter de certaines choses. Il faut savoir que notamment dans ce World Forum économique, on invite des chefs d'État et cela peut par exemple aider à résoudre certains conflits militaires ou certaines tensions. On se souvient par exemple que au World Forum économique, on avait eu le chef d'État israélien Yasser Arafat qui avait discuté pour traiter la paix dans les années 90. Ce qui d'ailleurs fait dire à certains, mais le World Forum économique n'a pas de mandat pour ce genre de choses, c'est l'ONU. Vous voyez que c'est une organisation parallèle et cela soulève évidemment de très nombreux problèmes démocratiques et j'en parlerai un peu plus tard. Donc vous avez de très nombreux invités, vous avez une publicité autour de ce World Forum économique et on trouve par exemple des invités assez étonnants. Dans les années, par exemple, au début des années 2000, eh bien voilà, vous trouvez Bill Gates, qui est un... Bon, par contre, lui, c'est un membre direct du World Forum. Bill Clinton, qui était un membre invité. Vous avez Tony Blair, par contre, lui, qui était un membre du World Forum. Et puis, vous avez ce chanteur Bono. Alors, Bono, c'est le publicitaire, c'est celui qui donne une bonne image au World Forum. C'est assez décevant parce que c'est un groupe que j'aime bien, c'était le groupe de ma jeunesse. Et de voir Bono comme l'ambassadeur du World Forum économique, c'est toujours un petit peu triste. Voilà. Donc, ces gens vers ce forum économique forment des leaders mondiaux, c'est ce qu'on appelle les Young Leaders Global, j'en avais parlé dans de nombreuses vidéos, alors je ne sais pas si vous en connaissez quelques-uns,
Alors, il y en a un à côté de Klaus Schwab, là. Ah, oui, Emmanuel Macron, je me disais aussi, hein. En fait, ces Young Leaders sont pas véritablement des gens très très intéressants, puisqu'on retrouve Trudeau, on trouve Ardem, on trouve tous ces gens-là, on trouve aussi Van der Leyen. Bref, souvent des gens qui font beaucoup de cinéma et qui cachent à travers une communication tout sourire des choses très négatives. C'est toujours le côté on vous veut du bien, on veut du bien, on veut votre bien, World Forum économique. Alors, ce Klaus Schwab est considéré un petit peu comme un gourou, c'est celui qui va initier toutes les mesures économiques et il va être popularisé parce qu'il va écrire un livre qui était normalement réservé aux élites mais qui est tombé dans le domaine public et là on va découvrir un personnage un peu inquiétant. Alors, cette photo, je ne sais pas pour quelle raison, j'ai essayé de chercher mais j'ai pas trouvé la raison pourquoi il porte un costume aussi délirant comme s'il était dans Star Wars. Est-ce que c'était une université, c'était un costume? Je n'en sais rien. En tout cas, cette photographie illustre l'image de Klaus Schwab, le gourou du World Forum économique. Et cette image s'est renforcée parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle, donc vous le savez, La Grande Réinitialisation. Ce livre est paru au printemps 2020 et il annonçait tout ce que nous allions subir pendant la crise du Covid. Alors c'est quelque chose qui est assez étonnant puisque ce monsieur était véritablement très informé. Alors je voudrais repartir d'abord sur ce qu'il a écrit dans ce livre puisque je l'ai lu 2 fois. Il commence ce livre par nous parler de la peste noire qui a eu lieu au XIVe siècle et qui a été vraiment une épidémie épouvantable pour l'Europe, puisque lorsqu'on l'a attrapée, il y avait un taux de létalité de 80%. Autrement dit, on avait très peu de chances de survivre. Vous l'attrapiez, vous mouriez. Et certains historiens ont estimé qu'un tiers de la population européenne avait disparu. Alors pourquoi a-t-il fait cette introduction sur la peste noire? Vous avez deviné, pour introduire le Covid. Alors la première remarque que l'on se fait entre le Covid et la peste noire, c'est un peu la différence entre un monde de 100 mètres et l'Himalaya. On ne peut pas, c'est pas 2 choses comparables. En effet, le Covid, le taux de létalité n'est pas de 80%, mais de 0,5%. Donc on n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur, et qui plus est, nous avons les dernières statistiques, je m'appuie à chaque fois sur l'OMS, les gens de moins de 60 ans en bonne santé ont très peu de chances de développer une forme grave. De plus, les gens qui meurent, là je m'appuie toujours sur les chiffres de l'OMS, ont en moyenne d'âge 81 ans. Et généralement, comme l'avaient expliqué de nombreux médecins, les gens qui meurent du Covid ont une espérance de vie de moins d'1 an. Donc c'était des gens qui avaient de fortes comorbidités ou qui étaient très très âgés. Bref, on ne peut absolument pas comparer la peste noire et le Covid. Pourquoi, évidemment, a-t-il fait cette comparaison? Tout simplement pour nous terroriser. Si on dit que le Covid, c'est la peste noire, c'est tout à fait effrayant. Et donc, si c'est effrayant, il faut prendre des mesures radicales. Mais il nous explique auparavant que la peste noire a eu quand même une bonne fonction, c'est qu'elle a certainement engendré le siècle des Lumières. Alors là, on s'arrête de suite. Entre la peste noire au XIVe siècle et le siècle des Lumières au XVIIIe, il y a 4 siècles de différence. Qu'est-ce que c'est que cette entourloupe? Non, la peste noire n'a pas engendré le siècle des Lumières. Il n'y a aucun historien qui soutient une thèse aussi farfelue. C'est un long processus, je pourrais vous l'expliquer, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Donc, il veut utiliser le Covid pour un changement de monde, comme la peste noire aurait changé un nouveau monde. Vous voyez un peu les parallèles, des raccourcis historiques, c'est du révisionnisme. C'est assez courant chez ces hommes de Davos qui n'ont pas une culture, comment dirais-je, classique humaniste. Ce sont des gens qui ont une formation très légère sur le plan des idées. Et donc il nous explique qu'il ne faut surtout pas sacrifier les vies humaines pour l'économie et il faut prendre des mesures radicales pour éradiquer cette peste noire Covid. Et le meilleur moyen, c'est un confinement qui doit durer entre 18 et 24 mois. Il nous annonce au printemps 2020 un confinement entre 18 et 24 mois. Et qu'est-ce que l'on constate? C'est qu'en effet, la crise Covid a duré 2 ans.
Alors, qu'est-ce qui a fait qu'on est passé à autre chose? Eh bien, c'est un certain échec de leur part d'abord. Je ne parlerai pas de ça parce que ce n'est pas l'objet de la vidéo, mais ils se sont trompés au moins sur une chose. Par contre, sur les mesures qui ont été adoptées mondialement, en effet, on a utilisé des confinements. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, même à l'OMS, on estime que le confinement n'était pas une bonne solution. Pourquoi? Eh bien, parce que Klaus Schwab nous l'avait dit déjà dans la grande réalisation, parce que les confinements engendrent des dégâts terribles pour l'être humain. Si vous suivez Marie-Stelle Dupont, vous le savez, notamment des destructions économiques, des destructions d'emplois, bon, les restaurants, les bars, il y a toute une série d'activités qui se sont retrouvées dans le rouge. Et nous avons perdu une grande partie, j'ai envie de dire, de notre sociabilité dans certaines villes. Hein. Moi, notamment en Australie, il y a énormément de restaurants qui n'ont toujours pas réouvert. Mais surtout, ce sont les dégâts psychologiques, hein, la souffrance. Marie-Estelle Dupont, notamment, si vous la suivez, elle était psychologue sur CNews, elle explique la souffrance chez certains gamins et certains traumatismes qui ont été engendrés sont irréversibles. Donc, on peut se demander, mais pourquoi de tant de dégâts? Et aujourd'hui, en plus, on sait que ces confinements ne servent strictement à rien. Ça a été prouvé, reprouvé. Eh bien, tout simplement, Klaus Schwab nous le dit dans la grande réinitialisation, hein, on va faire souffrir les gens pour qu'ils acceptent justement le nouveau monde qu'ils veulent absolument imposer. Alors, c'est ça qui est absolument dément, c'est qu'il nous explique le programme, il va nous faire souffrir, et nous, on va accepter notamment le pass sanitaire, le pass vaccinal, et puis toute une série de passes qui vont nous faire perdre de la liberté pour que eux puissent pour mettre en place ce nouvel ordre mondial. Alors je lis un passage de la grande réalisation, hein, vous allez voir. Il y aura des troubles sociaux, il y aura de la violence, il y aura des conséquences socio-économiques, un chômage dramatique. C'est Klaus Schwab qui parle donc. Les citoyens vont terriblement souffrir. Certains mourront, d'autres se sentiront mal. Voilà, hein, c'est véritablement l'objectif. Et on pourrait se dire, oui, mais au bout de tout cela, on va pouvoir revenir en arrière. Eh bien non, affirme Klaus Schwab. Quand les choses reviendront-ils à la normale? Il répond jamais. Jamais, jamais nous reviendrons au monde d'avant. Eh bien, c'est absolument effrayant qu'un homme politique puisse dire ce genre de choses. Non, c'est pas un homme politique, en tout cas, c'est un chef de réseau, un chef mafieux, on a envie de dire, puisse dire ce genre de choses. On nous fait souffrir, on nous fait du chantage, et puis pour, en fin de compte, nous priver encore davantage de nos libertés. Klaus Schwab, dans son livre, pointe du doigt ses principaux ennemis. Alors ça, c'est très intéressant parce que ces ennemis, c'est vous. Ben oui, c'est moi, c'est vous, c'est tous les souverainistes, c'est tous les gens qui veulent revenir à l'État-nation, ce sont tous les patriotes qui veulent revenir à l'État de liberté et faire en sorte que les peuples soient souverains. Eux, ils ne veulent absolument pas de cela. Et pour une raison qui est simple, c'est qu'à partir du moment où les peuples sont souverains, ils iraient à l'encontre des intérêts, tout simplement, des multinationales. C'est pour cette raison que Klaus Schwab milite pour un nouvel ordre mondial où il n'y ait plus du tout de frontières, où il n'y ait plus d'État, où nous serions complètement dépossédés de notre droit de vote, en quelque sorte. Parce que n'oublions pas que si vous êtes dans un immense marché mondial, votre voix ne comptera plus. Mais cela ne suffit pas pour lutter contre tous les gilets jaunes. Il en parle des gilets jaunes dans la grande récidilisation. Eh bien, Klaus Schwab milite pour un monde de surveillance, un système à la chinoise. C'est lui qui veut le contrôle social à la chinoise, c'était déjà dit, dans la grande réalisation. Il explique aussi que notre niveau de vie va forcément baisser et qu'à la place de nos États, il y aura une gouvernance mondiale. Eh bien, c'est pas très sympathique tout cela, hein, il nous l'a dit, il nous le dit, mais c'est pour notre bien. N'oubliez jamais, c'est pour notre bien. On perdra tout, nous vivrons sous un régime tyrannique, mais on sera très heureux, nous explique-t-il. Alors, on va passer maintenant à la troisième partie de ma vidéo, c'est la critique de tout cela. Alors, vous avez vu déjà que j'ai utilisé pas mal l'ironie, mais là, on va un peu plus réfléchir. La première chose, c'est ce nouvel ordre mondial et c'est ces dirigeants de multinationales. Eh bien, par essence, et je crois que je n'ai même pas besoin de le justifier, c'est fondamentalement antidémocratique. Quels sont leurs mandats, ces gens-là? Ils n'ont aucun mandat du peuple. Ils ont pris le pouvoir parce qu'ils étaient très riches et ils sont en train de mettre en place ce qu'on appelle une plutocratie, c'est-à-dire le gouvernement des riches et qui vont défendre évidemment leurs intérêts. Car ces gens-là ont bien conscience que le monde ultralibéral, la globalisation qu'ils ont mis en place des années 70-80 avec Maastricht, plus après
le référendum sur la Constitution qu'ils n'ont pas respecté, en fait, tous ces éléments, hein, la Constitution européenne, eh bien, cela a engendré une catastrophe économique mondiale. Et ce qui est quand même assez hallucinant, parce que si on se souvient des années 80, et notamment d'Alain Minc ou de Jacques Attali, qui nous expliquaient qu'on ne pouvait pas aller à l'encontre de l'Europe et de la mondialisation, hein, que c'était le cercle de la raison, qu'on allait vers la mondialisation heureuse, que de slogans, et puis que tout cet argent créé par la mondialisation, ça serait le ruissellement qui irait vers le bas. Or, qu'est-ce que l'on constate après 20 ans? Que le ruissellement, on n'a jamais vu, mais pire, on nous a fait les poches. Bref, ces hommes qui nous veulent du bien sont en train de nous voler notre bien, notre argent, notre démocratie, notre civilisation. Ce sont vraiment des mafieux. Alors, comme ils ont compris que c'était catastrophique sur le plan économique, ils ont complètement échoué, ils ont échoué sur le plan démocratique, ils ont échoué sur le plan culturel, mais ils ont surtout échoué sur le plan écologique. Ils ont détruit la planète parce que ce libre-échange a fait en sorte que les produits, il y avait une expression un peu, évidemment c'est une hyperbole, font 4 fois le tour de la planète avant d'arriver dans votre magasin. Mais c'est un peu ça, parce que on puise des matières premières à gauche, on les fabrique en Chine, après on les rassemble dans un autre pays, ça revient en Chine, bref. Il y a une sorte de va-et-vient de tous les produits, il y a une empreinte carbone complètement délirante, et nous brûlons une énergie folle. Alors, eux, ils gagnent énormément d'argent, et bien nous, on a nos écosystèmes qui sont complètement détruits. Donc ils ont compris que c'était fini, qu'ils ne pouvaient plus conserver. C'est pour cette raison qu'il y a cette grande réalisation, c'est pour essayer de conserver le pouvoir et d'engendrer une véritable tyrannie et que nous n'ayons plus le moindre mot à dire. En effet, ils ont les moyens aujourd'hui de nous surveiller. Eh bien, c'est un petit peu dans l'échange que nous sommes en train de faire, hein. Ce sont les GAFAM, hein, qui permettent la surveillance, plus associé évidemment à ce contrôle social à la chinoise dont je vous ai suffisamment parlé et que Klaus Schwab et Davos appellent de leur vœu. C'est pour cette raison, par exemple, que Van der Leyen insiste pour créer ce portefeuille, vous en souvenez, citoyen, hein, c'est la carte d'identité européenne, et que lors de Davos 2022, le président d'Alibaba, eh bien, s'est tout simplement vanté qu'il allait créer un passe carbone. Et oui, eux pourront venir en jet à Davos, hein, tranquillement, ils pourront brûler tout le pétrole du monde, ils pourront consommer autant de carbone parce qu'ils seront riches, tandis que vous, vous serez obligé de vendre votre passe carbone, hein, votre crédit carbone aux riches, parce que de toute façon, vous n'aurez plus d'argent. Hein, voilà. Hein. Alors sur le plan économique aussi, vous savez qu'ils ont décidé que la propriété privée devrait disparaître. Au profit de quoi? Eh bien, j'en avais déjà parlé, de logements collectifs que vous l'auriez. Alors, ça donne ce genre de propos assez délirants dont j'ai déjà parlé. Welcome to 2030. Bon alors, je n'aurai rien. Je n'aurai pas de vie privée. Mais ma vie sera bien meilleure. Et j'ai lu d'ailleurs des textes dans Forbes ou alors dans Welcome 2030 où on explique que tout sera géré par l'industrie, l'intelligence artificielle, tout. Et là, on se dit, mais quand on additionne tous ces éléments, on a l'impression d'être dans plusieurs livres de science-fiction. En effet, si l'intelligence artificielle règle tout, eh bien moi j'ai l'impression de lire un livre d'Asimov, Isaac Asimov, qui est absolument formidable, qui s'appelle Robots. En effet, dans Robots, l'homme a une vie végétative puisque tout est réglé par l'intelligence artificielle et par les robots. Sachez que Klaus Schwab, par exemple, dans la grande réalisation, désire que dans les bars, dans les restaurants, il n'y ait plus que des robots, qu'il n'y ait plus de serveurs. Alors vous allez me dire, mais les gens, ils vont travailler comment? Eh bien, ils vont avoir ce fameux revenu universel avec le crédit carbone qu'ils pourront vendre. Et puis, il y aura aussi d'autres choses qu'ils pourront vendre. Ce sont les propres données de santé, puisque tout va être contrôlé au niveau de la santé. Quand vous irez aux toilettes, par exemple, ça c'est un grand vœu de Klaus Schwab, eh bien, on va analyser votre urine, votre popo, et si vous avez pas bien mangé, si vous avez fait des excès, on pourra aussi vous gronder en disant attention, on va vous enlever des points sur votre passe santé. Ne croyez pas que je plaisante parce que en Australie, d'ailleurs je râle parce que je l'ai reçu et qui me harcèle avec ça, il y a le pass Vitality. Si je fais tant de pas par jour, eh bien je gagne des points et mon assurance est moins chère. Vous voyez, petit à petit, les choses se mettent en place. Et puis, il y a des gens qui critiquent. Alors ça, c'est pas bien de critiquer Klaus Schwab, parce qu'il vous veut du bien. Klaus Schwab, il est gentil, il est bon.
eh bien, les gens qui critiqueront trop Klaus Schwab, eh bien, ils pourront aussi perdre leur point liberté. Sachez que ça, c'est un des grands débats, hein, c'est la liberté d'expression. Et on a vu notamment encore une Australienne nous dire, oh là là, il faudra quand même limiter la liberté d'expression des citoyens du monde parce qu'ils sont trop critiques avec nous. Et on a même vu Albert Bourla et Klaus Schwab se plaindre de fake news à leur rencontre, comme quoi ils auraient été arrêtés. Bien sûr, c'est une fake news, ils n'ont pas été arrêtés. Mais on va s'arrêter sur cette photo parce que elle est quand même. On n'a même pas besoin de, comment dirais-je, d'analyser leurs paroles. Juste la photo. Bah, pourquoi? Comment se fait-il que des gens comme Bill Gates, Albert Bourla, Klaus Schwab puissent décider de notre sort sans que nous ayons des contre-pouvoirs contre eux? Qui est Albert Bourla? C'est le patron de Pfizer. C'est quelqu'un qui a pour but de vendre du vaccin. À partir du moment où il est associé au World Economic Forum, à partir du moment où ils sont associés avec l'OMS, ils sont jugés partis, ce qui normalement ne va pas dans la séparation des pouvoirs. Un marchand ne doit pas décider si c'est lui qui doit vendre ou pas du vaccin. Et il ne doit pas être aidé par une sorte de réseau mafieux comme le World Economic Forum à ce qu'il puisse vendre ses vaccins. Il y a normalement des institutions indépendantes, des médecins qui vont dire oui, il est bon, il n'est pas bon. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, Albert Bourla, on lui ouvre tapis rouge et il peut dire à peu près tout et n'importe quoi sans être contredit et avec la bénédiction de Klaus Schwab, avec la complicité de Klaus Schwab. C'est littéralement des images hallucinantes. Hein. Sur le plan démocratique, on arrive à peine à y croire. Bref, nous sommes dans un drôle de monde. Où des Bill Gates qui vendent des ordinateurs sont invités au World Forum économique, au World Forum économique, qui décide de notre avenir, tous ces gens décident de tout, et nous n'avons strictement rien à dire. Eh bien, ce World Forum économique, c'est bien une tyrannie qui est en train de se mettre en place, une tyrannie de gens extrêmement dangereux. Parce que, sous le couvert de dire « Oh, on veut votre bien, on veut soigner la planète », en fin de compte, ceux qui veulent faire, et Albert Bourla est là pour le montrer, ils veulent faire du business. Voilà, la vidéo est terminée. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser sur les réseaux sociaux, à soutenir la presse un petit peu indépendante de réinformation. Et j'espère que vous avez aimé ce que j'ai dit. Et puis si vous avez des documents, n'hésitez pas à les mettre sous les commentaires, c'est toujours très sympathique. À bientôt pour une nouvelle vidéo du Marquis.